L'aube du 18 avril 1942, à 3h20, a marqué un moment décisif dans la destination de la Seconde Guerre mondiale. Une planche de l'USS Hornet, coupant les eaux turbulentes de l'océan Nord, un cri pour l'interphone a rompu le silence tendu, un navire de patrouille japonais, le Nitomaru, venait d'être signé à seulement 12 000 mètres. Le commandant Frank ajoute ses jumelles, sachant que cette rencontre décontractée changerait tout. 100 personnes ne le savaient, cet instant ce serait le sort de 16 bombardiers Mitchell BE-25, liés sur le pont des porte-avions, et commencerait l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire militaire, la première frappe aérienne américaine au cœur du Japon, une mission aussi risquée que leur propre créateur considérait comme une condamnation à mort. L'aube a révélé une mer révoltée, avec des vagues géantes frappant l'Harcournet. Des vents de près de 40 nœuds par le navire, tandis que les pluies torrentielles ont réduit la visibilité à moins de 8 km. Ce n'étaient pas les conditions idéales que le lieutenant-colonel James Doltell avait répétées à Eglinfield. Pire, le point de libération était de 650 000 marins du Japon, 250 de plus que prévu. Les calculs étaient brutaux. Chaque BE-25 portait 1141 gallons de carburant, et même avec une efficacité maximale, la marge pour atteindre la côte chinoise était minuscule. L'attaque de Pearl Harbor avait enseigné aux stratèges américains une leçon cruelle, la distance n'était plus un bouclier. Si l'aviation japonaise pouvait atteindre Hawaï sans avertissement, alors le Japon lui-même était également exposé à des représailles. L'équation psychologique était claire, bombarder Tokyo ne serait pas seulement un coup d'état militaire, mais un coup au mythe de l'invincibilité impériale qui a nourri l'expansion japonaise par le Pacifique. Le président Franklin Roosevelt avait exigé une réponse immédiate après le 7 décembre 1941. Aucun mois, non pas lorsque la machine de guerre américaine était en pleine capacité, mais à ce moment même, tandis que les corps américains flottaient toujours dans les eaux grasses de Pearl Harbor, tandis que les forces japonaises ont avancé sans résistance aux Philippines, aux Indies orientaux des Philippines, en Malaisie et en néerlandais. Le peuple américain avait besoin de preuves que leur pays pourrait riposter. L'amiral Ernest J. King, chef des opérations navales, comprenait le poids stratégique de la situation. La ligne défensive japonaise s'est étendue de Kuril aux Indes orientales, une chaîne d'îles fortifiées et de bases navales qui exigerait des années pour être brisée par des moyens conventionnels. Mais derrière ce bouclier, le territoire japonais pensait qu'il était intouchable, protégé par la distance, les premiers réseaux d'alerte et la certitude absolue qu'aucun bombardier américain ne pouvait atteindre Tokyo des fondations existantes. C'est alors que le capitaine Francis Law, responsable des opérations du Roi, a été témoin de quelque chose de révolutionnaire, des bombardiers de bimoteur de l'armée décolleront d'un deck simulé de Norfolk le 10 janvier 1942. L'idée a contesté tous les principes de la doctrine navale, mais cette scène a allumé une étincelle brillante. L'USS Hornet, avec ses 25 500 tonnes en pleine charge, 250 mètres de pont et 120 000 chevaux, ne porterait pas ses combattants habituels sur cette mission. Chaque centimètre disponible abordait le 16 BE-25 Mitchell de l'armée, adapté à un vol qui semblait impossible. James Doltell, avec son 1,62 m de haut, était un géant dans l'aviation américaine. Docteur par le MIT, vainqueur des compétitions aériennes les plus prestigieuses, pionnière sur les vols instrumentaux et les manœuvres radicales, à 45 ans, il avait passé plus de temps dans des avions expérimentaux que la plupart des pilotes de sa carrière. Le BE-25, à son tour, était le symbole de l'ingéniosité industrielle américaine, 21 tonnes vides, 2 moteurs Cyclone 2700 chevaux, une plage standard de 2170 km avec 3 tonnes de pompe. Mais pour cette mission, rien n'était standard. Les ingénieurs de l'aviation nord-américain font AM chirurgie mécanique dans les avions, ils ont retiré le tore inférieur, économisant 600 livres et éliminant la traînée, ils ont installé des réservoirs supplémentaires dans le compartiment de pompe et des espaces vides, augmentant la capacité de 646 à 1141 gallons, remplacé l'affichage avancé Norden par un appareil de 20 cents, improvisé avec des matériaux matériels. La logistique était implacable. Un décollage normal nécessitait 150 mètres de piste, le BE-25 n'aurait que 142 mètres à l'arc. Le vent sur le pont devrait surmonter 40 nœuds pour générer un soutien suffisant. Chaque bombardier, chargé de 14 tonnes, pesait presque 2 fois le plus grand avion embarqué de la marine. Aucun bombardier de l'armée moyenne n'avait décollé d'un porte-avions de combat. Aucun n'avait essayé un vol de 3860 km au-dessus de l'océan sans escorte. Le système de défense japonais en avril 1942 est le résultat de 3 ans de planification méticuleuse et de confiance absolue. La marine impériale a dominé le Pacifique occidental, des alleux australiens, avec un réseau d'îles féroces et d'aéronefs fondés sur terre.
Les sous-marins ont patrouillé des approches des îles principales, mais la première ligne de défense était encore plus basique et soi-disant infaillible, une barrière de bateaux de patrouille, espacée tous les 80 km, s'étendant jusqu'à 1100 km de la côte. Nito Maru, officiellement un navire de 70 tonnes, était en fait un bateau de pêche recherché, avec 11 marins et une mitrailleuse, dont la mission était simple, voir des navires américains, transmettre leur position puis couler. Le vice-amiral Shuichi Nagumo, commandant de la flotte qui attaque Pearl Harbor, a été convaincu qu'aucun porte-avions américain ne pouvait approcher à moins de 1100 km du Japon sans être détecté. Son 6 porte-avions avaient prouvé à Pearl Harbor, Darwin et Ceylan que l'aviation expédiée était l'arme décisive de la guerre navale. Les bases américaines les plus proches capables de lancer des bombardiers lourds étaient dans les Aleutiers, à plus de 3200 km de Tokyo. Le B-17 volant d'Australie était à près de 5000 km. Les chiffres étaient cruels, la consommation de carburant et la charge de pompe ont fait de toute attaque conventionnelle un fantasme. Le général Hideki Tojo, Premier ministre et ministre de la guerre, avait assuré l'empereur Hirohito que les vents divins qui avaient sauvé le Japon des Mongols au XIIIe siècle protégeraient la patrie des Américains. Ils étaient sur le point de constater que cette fois, le vent soufflerait dans une autre direction. Le peuple japonais avait été alimenté par l'illusion que leurs îles étaient protégées par un bouclier défensif insurmontable. Les ennemis avant ne terniraient jamais les cieux de l'Empire du Soleil levant. Cette certitude absolue rendrait l'impact psychologique de Red Doltle encore plus dévastateur que les dommages matériels qu'il causerait. À 3h10 le 18 avril, l'opérateur radar à bord de l'USS Enterprise a rompu le silence du pont de commande, contact de surface, marquage de 0,28 degrés, distance de 21 000 mètres. L'objectif se déplaçait vers le sud-ouest à 9 nœuds, traversant directement la route prévue de la force opérationnelle 16. L'amiral William Frederick Halsey, en charge de l'entreprise, s'est retrouvé devant un dilemme net, en continuant au point idéal de lancement et de risque du vol immédiat, même au-delà de la plage optimale. La décision pesait comme le plomb. À 5h30, la destination est intervenue. Le bateau japonais Nito Maru Boat a repéré le groupe de travail américain. Le radiotélégraphiste Nakamura, un marin de première classe, a transmis l'avertissement sur le code, 3 porte-avions ennemis. Position, 650 000 marins à l'est d'Inubosaki. Ouest course, vitesse 20 nœuds. Le message est venu à Tokyo déformé par des interférences atmosphériques, mais suffisamment pour allumer le signal d'alarme. L'USS Nashville n'a pas perdu de temps. À 5h38, leurs batteries de 6 pouces ont ouvert le feu. Le deuxième sauvé a entouré Nito Maru dans un ring de mort. En quelques minutes, le bas RCO a pris le feu, mais son avertissement était déjà parti comme un cri dans l'obscurité. Halsey n'avait pas le choix. Lancer maintenant ou avorter tout. À 6h20, le signal a été donné, enlever les avions. Pour le colonel Doltle et son courageux, un dernier message, bonne chance et que Dieu vous bénisse. Le Doltle BE-25, un numéro de queue 40 à 2344, à seulement 145 mètres de l'Harcournet. L'officier de lancement de la marine, le lieutenant Henry Miller, a posté sur le côté de Buspio, chronométré sur le swing du pont sous 9 mètres. Lorsque l'arc a plongé dans la vallée entre deux crêtes, son drapeau à carreaux a tourné dans l'air, le signal pour faire avancer la puissance maximale. Le sergent d'ingénieur de vol Paul Léonard a regardé les instruments tandis que les températures de tête des cylindres tiraient dans la zone rouge. Le CO pilote, le lieutenant Richard Cole, a crié la vitesse, 40 nœuds. 50. 60. La ligne blanche de la fin du pont s'est approchée de la lame. À 8h20, avec moins de 15 mètres de piste restante, Doltle a tiré le titre. Le B-23 a sauté dans l'air comme un cheval sauvage, a plongé vers les vagues alors qu'il perdant le vent qui soufflait sur le porte-avions, puis se leva lentement à l'aube gris du Pacifique. 15 bombardiers le suivraient, décollés à des intervalles de 4 minutes. Le lieutenant Travis Over a arraché son avion de pont avec seulement 3 mètres. Le B-25 du lieutenant Robert Gray a tellement coulé après le décollage que l'eau de mer a atteint la position du marqueur de queue. Le capitaine David Jones a vu des vagues vertes se briser sur son pare-brise avant de finalement gagner de l'altitude. Chaque pilote a effectué un miracle de l'aviation, jeté des bombardiers surchargés à partir d'un pont oscillant, sous des vents de force orageux, avec une marge d'erreur nulle. Les 16 B-25 se sont dirigés vers le Japon en silence radio, déchirant les vagues à quelques mètres de la surface pour échapper au radar. Ils ont navigué par l'estimation, compasse magnétique, compteur de dérive et foi. Pas de phare radio, pas de mise à jour météorologique, pas d'escorte de combattants.
Chaque équipage de 5 hommes était seul sur 650 miles d'océan hostile. À 12h30, heure locale, le bombardier de Dolittle a frappé la côte japonaise. Son navigateur, le lieutenant Henry Potter, avait calculé la position avec une précision chirurgicale, à seulement 8 km de la cible, malgré les pluies et les vents perfides. Ci-dessous, les pêcheurs japonais ont agité leur bateau, convaincus que cet avion-bas était une patrouille amicale. Les fausses mitrailleuses installées sur les queues BE-25 ont rempli leur rôle, de sève à la dernière seconde. Tokyo avait déclenché l'avertissement d'air à 9h, basé sur le rapport de Nitomaru, mais l'a annulé à midi quand aucun ennemi n'est apparu. Les 6,5 millions d'habitants ont suivi leur routine de samedi lorsque, à 13h15, Bombardiero de Dolittle a ouvert ses portes. 4 grappes incendiaires de 230 kg sont tombées de 360 mètres, répartissant le feu sur 10 blocs dans le district de Shita. 30 secondes plus tard, l'équipage du lieutenant Travis Over a frappé le complexe de Tokyo Special Steel Company. L'usine de poudre à canon a explosé dans une colonne de flammes visible à 30 km. Le lieutenant Robert Gray a frappé l'usine de gaz et d'électricité de Tokyo, tandis que le lieutenant Everett Holstrom a détruit la raffinerie d'huile Agura. Le capitaine David Jones a laissé sa charge sur les dépôts militaires à Yokohama. Chaque bombardier transportait des dossiers avec des cibles spécifiques, mais le climat, les erreurs de navigation et les décisions forcées au feu anti-aérien dans les secondes fractions. La deuxième vague est arrivée entre 13h et 14h. Le lieutenant Dean Almark au Green Hornet a bombardé les aciéries de Yokohama sous une artillerie lourde. Le lieutenant Ted Lawson a frappé Nippon Machinery Works. Le lieutenant Harold Watson a frappé l'arsenal naval de Tokyo. Le lieutenant Richard Joyce a laissé sa marque sur Japan Special Steel. Tous les équipages ont déclaré réussir, bien que, volant la vitesse maximale vers la côte chinoise, il était impossible d'évaluer les dégâts. 320 km du Japon, le capitaine Edward York a été confronté à une défaillance mécanique catastrophique. Le moteur gauche de son BE-25 a consommé du carburant 2 fois le taux normal. Sans aucune chance d'arriver en Chine, il s'est tourné vers le nord-ouest vers le territoire soviétique, atterrissant sur Vladivostok après 6 heures de vol tendu. Son équipage passerait 14 mois dans l'hospitalisation, Moscou nierait officiellement sa présence, mais dans les coulisses, il traiterait les Américains comme des invités indésirables mais respectés. Pendant ce temps, à propos de Nagoya, le lieutenant William Farrow a vu Mitsubishi A-6M0 Fighter décoller de la base navale de Kazumigara. 9 intercepteurs ont poursuivi leur BE-25, mais la basse altitude et la vitesse maximale du bombardier ont frustré toute tentative d'abattage. Cabo Jacob Disa a libéré ses charges incendiaires sur l'usine de Mitsubishi, réduisant la section de peinture grise et endommageant la chaîne de montage. L'effet psychologique était irréversible. Tokyo n'a pas entendu les sirènes aériennes depuis le tremblement de terre du Grand Camp en 1923. Les enfants se sont désespérés des écoles. Les employés ont abandonné les bureaux à la hâte. Le Premier ministre Hideki Tojo lui-même, inspectant les bases militaires pendant le raid, a vu un passage BE-23 si près qu'il pouvait distinguer son visage du pilote, qui ne lui avait même pas tiré dessus. L'illusion de l'invulnérabilité japonaise s'effondre comme une carte de cartes. Mais lorsque le BE-25 a tourné ses arcs vers la Chine, un nouveau cauchemar les attendait. Les pointeurs des compteurs de carburant sont tombés plus rapidement que prévu. Des vents contraires de 40 km/h ont dévoré les réserves au-delà du pire scénario calculé. L'aérodrome de Shushou, qui devrait les recevoir avec des phares et des pistes légères, est restée sombre et silencieuse. Les appels radio ont fait écho dans le vide. Les équipages ont fait face à un choix impossible, sauter sur un territoire inconnu ou essayer tous les soirs vers une mer implacable. Le lieutenant Ted Lawson a essayé un atterrissage contrôlé à 180 km/h. L'impact a déchiré le BE-25 en deux, le jetant à travers le pare-brise. Vos blessures. Le corps de Lawson a porté les marques d'une bataille qui n'avait même pas commencé, le tibia gauche s'est brisé dans une fracture exposée, le visage est douteux par des coupes profondes qui exposaient les os et les dents, les mâchoires réduites à une masse de sang et des fragments. Alors que le fuselage de Duck a coulé dans les eaux noires de la mer de Chine, le navigateur Charles M. Seclure a traîné le pilote inconscient à la surface, les poumons brûlant à chaque coup contre la marée traître. Il n'y avait pas de temps pour le soulagement, le meilleur buteur David Thatcher, avec ses muscles brûlants et les poumons sur le point d'exploser, immergé à plusieurs reprises dans les décombres submergés, émergeant avec un kit médical, une boussole ou une bouteille de morphine qui pourrait signifier la différence entre la vie et une mort lente sur la côte ennemie. Mais la Chine qui devrait trouver comme refuge était un dédale de trahison et de chaos. Le commandement chinois élevé,
maintenu dans l'obscurité par la confidentialité opérationnelle et les échecs de communication chroniques, n'a appris que lorsque le BE-25 est apparu comme des ombres sur leur territoire. Chiang Kai-shek, réveillé avec des nouvelles de bombardiers non identifiés, a ordonné à ses forces d'ouvrir le feu pour savoir qu'il condamnait ses propres alliés. À Nanshan, des canons anti-aériens chinois ont cloué des éclats dans la batte du lieutenant Donald Smith hors de l'enfer, forçant l'équipage à sauter sur des terres occupées par les Japonais. Le parachute de Smith a ouvert ses portes sur un champ de mines, son bombardier, le sergent Lucian Young, a atterri au milieu d'un peloton de marines indigènes d'Hiroshima, qu'il a exécuté avec des baïonnettes avant de pouvoir laisser tomber le pistolet. La nuit a avalé le reste des bombardiers en tant que prédateur patient. Les nuages sont descendus à 150 mètres, réduisant la visibilité à moins d'1 kilomètre, un voile suffocant à plus de 1800 mètres, prêt à déchirer les ailes de n'importe quel PIL. Otto ose voler à l'aveugle. Sans phare, pas de carte précise, aucune garantie au-delà de la chance, les hommes de Dolittle ont navigué par l'instinct, tandis que les compteurs de carburant se sont embrassés zéro entre 22h30. Le lieutenant Harold Watson a vu ses deux moteurs se taire à l'unisson à 3300 mètres d'altitude. Sans alternative, il a ordonné l'abandon. Les 5 hommes sont tombés comme des feuilles mortes dans la province du Jiangxi, dispersés autour de 30 km de montagnes échappées. Watson a accroché pendant des heures sur un arbre, à 9 mètres du sol, tandis que la pluie glaciale a volé la chaleur de son corps et les cris ont été perdus dans le vent. Seule la hache d'un paysan chinois, qui a entendu ses hurlements à l'aube, l'a sauvé d'une mort lente par l'hypothermie. Le green orné du lieutenant Dino a été l'une des dernières victimes de la nuit. Après avoir obtenu la destruction à Yokohama, l'avion a traîné sur la mer comme un fantôme affamé, les réservoirs secs, les moteurs toussant les dernières vapeurs d'essence. À 23h45, Hallmark a donné l'ordre que tout le monde craignait, préparez-vous à la contrainte. Le BE-23 a frappé l'eau comme un météore, l'impact jetant le pilote contre le tableau de bord assez fort pour écraser son crâne. Le copilote, Robert Deladey, a été jeté contre le plafond et s'est évanoui. Le bombardier William Dieter et le mécanicien Donald Fitzmaurice ont coulé avec l'avion, arrêtés par ses ceintures ou l'obscurité. Seul le navigateur de Nielsen, à moitié noyé et avec des côtes cassées, a réussi à déchirer les griffes de l'océan, les traînant à la plage comme un naufrage qui porte ses morts. L'enfer en attente du lieutenant William Farrow et son équipage était encore plus cruel. Après avoir bombardé Nagoya, son BE-23 était hors de carburant sur la Chine occupée. À 2400 mètres, dans l'obscurité absolue, les hommes ont sauté à l'inconnu. Le bombardier Jacob Desazé est tombé dans un riz fécondé avec des excréments humains, émergeant couverts d'excréments, désorienté et incapable de prononcer un seul mot en chinois. Pendant des heures, il a erré comme un spectre entre les champs, jusqu'à ce qu'il trébuche sur une patrouille japonaise. Pendant les 40 prochains mois, Desazé connaîtrait la solitude d'une cellule de 1,5 m x 1,5 m, où les interrogateurs ont cassé les doigts un par un avec des marteaux en caoutchouc, exigeant des informations sur les détenteurs d'avions américains qui étaient en fait en route vers Midway. Farrow et son navigateur, George Barr, ont été capturés en quelques heures. L'ingénieur Harold Spatz, caché dans un temple bouddhiste, a été traîné par des soldats qui l'ont battu jusqu'à ce qu'il soit inconscient de fusil. Le copilote blessé et délirant Robert Hitt a frappé à la porte d'une cabine chinoise uniquement pour être remis au village japonais qui savait que le refus signifierait un tir résumé à leur famille. La réponse de Tokyo était une phrase déjà écrite, Hirohito en personne a décrété que les prisonniers avaient été exécutés en tant que criminels de guerre. Les raiders n'ont pas porté d'uniforme pendant l'attaque, un détail qui, en vertu des lois internationales de l'époque, les a transformés en « espions ». À Shanghai, 8 hommes ont été traînés vers des chairs. Farrow, Hallmark et Spatz ont été abattus le 15 octobre 1942, leurs corps jetés dans des fossés ordinaires. Les 5 autres ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, condamnés à pourrir dans les cellules où la lumière du soleil était un luxe. Sur les 80 raiders, 69 ont atteint la Chine libre, blessés mais vivantes. 3 sont morts en chute ou noyés. 8 sont tombés entre les mains japonaises. Un équipage entier a été invité à rester dans l'Union soviétique, où Staline les a traités comme des invités indésirables pendant 13 mois. Les 16 BE-25 ont été perdus, écrasés contre les montagnes, coulés dans la mer ou incendiés pour les empêcher de tomber intacts entre les mains de l'ennemi. L'équilibre matériel ? Dérisoire, 50 morts, 252 blessés, 112 bâtiments endommagés. Dolittle, debout à côté des décombres de son avion dans un riz. Pendant ce temps, à Washington, Franklin Roosevelt savait comment transformer la défaite tactique en victoire propagandiste.
Lorsqu'on lui a demandé où les bombardiers s'étaient brisés, le président a souri avec la méchanceté d'un magicien et a répondu « Shangri ». Le public américain, affamé de tout signe que la guerre n'était pas un massacre unidirectionnel, a explosé dans l'euphorie. Les ventes de titres de guerre ont tiré 20% en une semaine. Les journaux ont tiré la une des journaux sur le coup qui a secoué le trône de Mikado, tandis que les usines d'aviation ont été inondées de bénévoles. Mais le prix de cette victoire symbolique serait payé dans le sang chinois. La vengeance japonaise est tombée sur les provinces du Jiangxi et du Zhejiang comme un marteau de Dieu. Le général Shunryu Hata a déplacé 100 000 soldats en mission, exterminé tous ceux qui ont aidé les Américains. Des villages entiers ont été brûlés vivants. Les puits ont été empoisonnés avec du choléra et des bactéries typhus. On estime que 250 000 civils ont été estimés à la mort dans 3 mois de terreur systématique, un holocauste oublié par l'histoire, mais que les survivants appelleraient « le grand massacre ». Chaque vie perdue a été un rappel brutal qu'en guerre, même les victoires ont un coût que personne n'osait calculer. Cependant, les leçons tactiques de Raid réécriraient le manuel de la guerre aérienne. L'efficacité des attaques à faible altitude a inspiré le développement de la bombardement de saut, une technique qui coulerait plus tard des croiseurs japonais tels que Mogami avec une précision chirurgicale. Le BE-25, autrefois considéré comme des bombardiers moyens conventionnels, a été transformé en bête de vol. Les variantes G et H sont nées avec des canons donnés de 75 mm, capables de réduire les fortifications de décombres en un seul passage. Et Yamamoto, à sa soif de vengeance, a fait l'erreur qu'aucun stratège japonais n'avait fait jusqu'à présent, sous-estimer la capacité américaine à se régénérer. Lorsqu'Enterprise, Hornet et Yorktown Aircraft porte-avions sont apparus à Midway Horizon le 4 juin 1942, ils ont porté l'héritage de Dolttle avec eux leur comme une défaite, mais comme le premier coup d'une série qui briserait la colonne vertébrale de la colonne vertébrale. Le sacrifice de ces 80 hommes, leur avion perdu et leur corps dispersés entre la Chine et le Pacifique avaient acheté quelque chose de bien plus précieux que des cibles détruites, le temps. Et en guerre, le temps est la monnaie qui décide des empires. La marine japonaise a compromis 4 détenteurs d'artisanat de l'escadron dans l'opération, a convaincu que la panne de courant numérique garantirait une victoire décisive. Mais alors que les amiraux japonais ont tracé leurs plans sur les cartes du personnel, dans les sous-sols sombres de Pearl Harbor, les cryptographes américains ont déchiffré des messages qui ont révélé chaque mouvement de l'ennemi. En 5 minutes de précision chirurgicale, l'Enterprise et Yorktown Dauntless sont descendus comme des faucons sur Akagi, Kaga et Sori, transformant l'acier et l'ambition en flammes. Des heures de. Pour Iri, le dernier espoir de Nagumo, ses sœurs étaient au fond de l'océan. La perte n'était pas seulement des navires. C'était l'effondrement d'une doctrine. Le porte-avions pourrait être reconstruit, bien qu'au prix des années et des ressources rares. Mais les pilotes? Ces hommes qui, dans des milliers d'heures de vol avaient-ils forgé l'épine dorsale de l'aviation navale japonaise? Leur corps coulait avec le pont, emportant avec eux les connaissances qu'aucune école de formation ne pouvait reproduire en temps de guerre. À mi-chemin, l'équilibre des pouvoirs du Pacifique a non seulement oscillé, il s'est cassé. Et la fracture a exposé une vérité brutale, l'Empire du Soleil levant avait tout parié sur une machine de guerre qui, en une seule journée, s'est avérée fragile. Ce revers stratégique n'est pas né de hasard. Ses racines ont coulé un matin d'avril, lorsque 16 BE-25 rugissait du pont de Hornet vers l'impossible. Le lieutenant-colonel Dolttle a reçu la médaille d'honneur des mains de Roosevelt le 19 mai 1942, non pas pour infliger des dommages matériels irréparables, mais pour planifier un doute mortel dans le psychologique japonais. Promu directement auprès du brigadier général dans le poste de colonel, comme si l'armée elle-même avait reconnu que certaines actions transcendent les hiérarchies, il commandera alors la 12e force aérienne en Afrique, le 15e en Méditerranée et enfin le 8e en Angleterre. Chacun des raiders a été décoré avec la croix de vol distincte. La Chine, en geste de gratitude éternelle, leur a accordé l'ordre du nuage et de la bannière. Mais le véritable héritage n'était pas dans les médailles, mais dans ce que ces 16 avions ont prouvé, que la distance n'était plus un bouclier, cette audace pouvait compenser l'inconvénient et qu'une nation disposait à tout risque de réécrire les règles de la guerre. Le coût humain, cependant, écho pendant des décennies. Le lieutenant Ted Lawson, les jambes écrasées sur un atterrissage forcé, transformerait son agonie en 30 secondes sur Tokyo à qui deviendrait le best-seller puis un film, immortalisant la mission pour les générations qui n'ont jamais entendu le rugissement des moteurs RE2600 Wright RE2600. Cap Jacob Desazé, après 40 mois de captivité japonaise, où la faim et la torture auraient dû briser son esprit, est retourné au Japon non pas comme une vengeance, mais comme un missionnaire. Des années plus tard, il baptiserait l'un de ses anciens jonques,
prouvant que même dans l'obscurité la plus profonde, la rédemption pourrait naître. Et le lieutenant Richard Cole, le copilote de Dolittle, vivrait jusqu'à l'âge de 103 ans, le dernier raider à être témoin de ces hommes et ces machines avait changé le cours de l'histoire. À sa mort en 2019, il a pris le souvenir d'un vol qui a remis en question la physique et la logique, mais a laissé un héritage qui propulse toujours les ailes de chaque chasse lancée à partir du pont américain. Les spécifications techniques de la mission sont devenues la doctrine. L'aviation intégrée n'est plus un outil défensif pour devenir le marteau qui projeterait la puissance américaine à travers les océans. L'idée des opérations conjointes entre l'armée et la marine révolutionnaire en 1942, la fondation des forces armées modernes a été indiquée. Chaque mission de force spéciale qui nécessite une portée extrême et un soutien minimal porte dans l'ADN l'esprit de ces BE-25 décollés au milieu de 30 pieds de vagues et de vent de 40 nœuds. Les historiens japonais, des décennies plus tard, identifieraient Dolittle Red, et non Pearl Harbor ou Midway, comme le tournant psychologique de la guerre. Ce n'est pas l'attaque qui a dynamisé la confiance japonaise, mais le moment où les bombes américaines sont tombées sur Tokyo, prouvant que 1000 ans d'isolement géographique ne signifiait rien face à l'ingéniosité et à la détermination. L'exécution des 3 raiders capturés est devenue un symbole de brutalité que la mission avait suscité. Le lieutenant Dean Hallmark a à peine réussi à se soutenir de ses blessures, à marcher jusqu'au coup de tir avec la dignité de ceux qui savaient que sa mort ne serait qu'un autre coup à la fierté japonaise. À 16h30 le 15 octobre 1942, dans le numéro de cimetière public. L'un, à la périphérie de Shanghai, Hallmark, Faro et Spatz, étaient liés à des croisements de fortune, aux yeux bandés et à des tirs. Leur corps, crème, que les Japonais considéraient le dernier des honneurs, des cendres viradées dispersées dans le vent, mais leur sacrifice est devenu un cri silencieux de la guerre. Le lieutenant Robert Medary, copilote de Hallmark, mourait en captivité le 1er décembre 1943, consommé par la malnutrition et la dysenterie. Les survivants Nielsen, Hitt, Barr et le Desazé ont résisté à 3 ans et demi de torture, de faim et de solitude, ne s'accrochant pas par miracle, mais pour l'entêtement de ceux qui ont refusé de leur donner la satisfaction de les voir se briser. Une Bible de contrebande, la foi incassable et la certitude que la souffrance de chaque jour était un jour de moins pour l'Empire japonais. Les nombres de l'opération sont encore étonnés aujourd'hui, 16 bombardiers de 14 tonnes chacun, décollés d'un pont en forme de vague de 9 mètres et des vents pointus, volant 1050 km à des cibles jamais vues, naviguant par boussole et instinct, jetant 29 tonnes d'explosifs sur 5 villes japonaises en lumière du jour, puis essayant de se terminer dans les terres sombres et inconnues. Le Hornet, qui les avait lancés à destination, n'aurait que 6 mois. Seul dans la bataille des îles de Santa Cruz le 26 octobre 1942, il a pris 140 avions et 111 équipages à l'abysse. Mais son nom a déjà été enregistré dans l'histoire depuis le 18 avril, lorsque 16 bombardiers de l'armée ont prouvé que le impossible n'était qu'un mot que les lâches utilisaient pour justifier l'inaction. Dolittle Red était bien plus qu'une opération militaire. C'était la démonstration que la créativité pouvait surmonter la supériorité numérique, ce courage était un multiplicateur de force, ces 16 avions pourraient secouer les fondements du plus grand empire d'Asie. Les Japonais ont appris que leur patrie n'était pas intouchable. Les Américains ont appris qu'ils pourraient gagner. Les 2 leçons façonneraient les 2 prochaines années de sang et de feu à une remise inconditionnelle à Tokyo Bay. Dans les archives de l'American Air Force Museum, un morceau torsadé de 40-2267 litres de l'aluminium, le BE-25 du lieutenant Edgar McL Roy, récupéré d'une montagne chinoise en 1962. Le métal est guéri par l'impact, corrodé par le temps, mais des analyses médico-légales ont révélé quelque chose d'extraordinaire, des traces de la surface. Preuve moléculaire d'une mission qui a redéfini les limites du possible. Le verdict final sur l'impact de ces 16 bombardiers proviendrait d'une source inattendue. En 1959, le prince Takamatsu, sœur de l'empereur Hirohito, il a conduit à une réunion des raiders à Tucson, en Arizona. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était là, il a répondu « Ces 16 plans ont changé notre monde. Ils ont prouvé que le courage et l'innovation pouvaient vaincre la tradition. Les bombes qui sont tombées sur Tokyo étaient petites, les idées qui se sont semées, dévastatrices. Chaque chasse qui décolle aujourd'hui d'un porte-avions américain porte l'héritage de ce 18 avril. Chaque opération conjointe entre les forces armées repose sur les précédents créés lorsque les uniformes de l'armée et de la marine se sont réunis sans hésitation, car la survie de la nation ne connaissait pas la bureaucratie. Dolittle Red n'a pas remporté la guerre du Pacifique. Il a prouvé que la guerre pouvait être gagnée. Ces 16 BE-25 Mitchell ne transportaient pas seulement des bombes et du carburant. Ils ont apporté la volonté concentrée d'une nation qui, bien que blessée, a refusé les genoux.
Ils ont conduit à la promesse qu'aucun océan ne serait suffisamment large pour protéger qui a osé défier l'Amérique. Ils ont pris l'avenir de l'aviation navale, des opérations spéciales et une guerre intégrée. Par-dessus tout, ils ont prouvé que pendant la guerre moderne, l'impossible n'était qu'une question d'ingéniosité, la difficile, juste un mardi.